Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Monsieur le rabbin Michel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors la semaine dernière, nous avons évoqué le système des she'elot ou tshuvot, c'est-à-dire des questions, des she'elot posées par les juifs, essentiellement par les juifs de la diaspora à cette époque, c'est-à-dire avant le début du Moyen-Âge, à des rabbins, ce qu'on appelle les géonim, les génies entre guillemets, qui se trouvaient en Babylonie et en Israël. Et ces géonim donc répondaient à des questions en général halachiques ou sur d'autres thèmes que posaient ces juifs de la diaspora, qui étaient donc d'une certaine façon inféodés à ces géonim d'Israël et de Babylonie. Ainsi que nous l'avions expliqué, ces communautés des autres pays que la Babylonie et Israël étaient complètement dépourvues sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, n'avaient aucune formation, et c'est vraiment grâce à l'action des géonim, à leur intention, que le judaïsme spirituel a pu être sauvé. Bien, et ce système, en tout cas, va perdurer jusqu'au XIe siècle. Jusqu'au XIe siècle, et là, il va y avoir une chute brutale, justement. Pourquoi ? Et voilà la question qui est de savoir pourquoi ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire, d'une part, une raison évidente, c'est que les communautés ont fini par de s'émanciper. Tout d'un coup, il y a des rabbins qui ont étudié probablement auprès des géonim, et qui ont donc eu maintenant une culture, un bagage suffisant, et qui n'ont plus être nécessairement toujours tournés vers les géonim pour les consulter à tout bout de champ. C'est un premier point. Mais il faut quand même se demander comment ça se fait que les géonim eux-mêmes vont s'arrêter. C'est-à-dire que les communautés de Babylonie vont perdre leur influence et on ne va plus en entendre parler comme on entendait auparavant. Et il y a à ce sujet deux thèses qui ont été mises par le Netziv, le rabbin Naftali Tzvi Yehuda Berlin de Vologine, et qui, dans son introduction à un ouvrage qu'il a écrit sur les she'iltot, donne deux idées très intéressantes. La première, c'est que les géonim, comme nous l'avons vu, en Babylonie, étaient héritiers directs des Amoraïm, des Saboraïm, de ceux qui avaient élaboré le Talmud. Donc, pour eux, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, parce qu'ils avaient encore la tradition. Ils n'avaient aucune difficulté pour comprendre le Talmud, parce qu'ils avaient la traduction, telle phrase veut dire cela. Et alors, finalement, quand on est près de la source, quand on a de la facilité devient un facteur d'inertie. Alors que les autres qui n'avaient pas cette tradition et qui étaient obligés par l'analyse, par la réflexion, par la finesse, de retrouver, en scrutant le texte, le commentaire, finalement vont être amenés à fournir un effort intellectuel beaucoup plus important, et donc sur le plan culturel à se développer énormément. C'est un premier point. Maintenant, d'un second point plus historique, plus pragmatique, il semble, en analysant le responsables, que les géonim visait un certain élitisme et un certain centralisme. Il voulait absolument que ceux qui veulent approfondir le Talmud viennent étudier le Talmud dans leur yeshivot. Donc les réponses qu'il donnait étaient toujours des réponses très brèves, très sommaires, qui se bornaient à l'essentiel, pour que si quelqu'un veut approfondir, il vienne. Alors on conçoit très bien qu'à un moment donné où les communautés se sont senties déjà indépendantes, arrivaient à vivre par eux-mêmes, ils n'avaient plus aucune raison de se tourner vers les géonim qui ne leur apportaient que des réponses qui finalement étaient stériles. Et c'est ainsi que finalement les géonim se sont éteints, mais ils avaient laissé le temps aux autres communautés de prendre leur essor. Et alors cette émancipation va avoir lieu aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde ashkénaze. D'ailleurs, à cette époque, la division séfarade-ashkénaze existe déjà. Déjà, et il est important de la souligner parce qu'elle va continuer, et jusqu'à nos jours encore, comme nous le savons, en prenant des formes différentes. Mais à l'époque, parce que sur le plan politique, c'était vraiment deux mondes différents. Il y avait d'une part le monde des Rhénans,
de la France, l'Allemagne, l'Italie qui formaient un tout, et puis il y avait aussi les pays méditerranéens qui formaient un autre tout, et il y avait très peu de passages entre les deux. Alors, commençons peut-être par le monde séfarade. On connaît bien, il est plus facile à suivre finalement en partant de la source que sont les Gaonim. Il est plus facile à suivre l'évolution parce que de maître à élève, on arrive à suivre les rabbins et également l'endroit géographique où ils se sont trouvés. Alors, on connaît surtout le Rambam, on connaît surtout Maïmonide, mais il a été précédé d'un certain nombre de grands maîtres. Voilà, quand on étudie le Talmud dans une édition Vilna, il y a très souvent en marge un pérouche, un commentaire de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel, Ben Chouchiel, de Kérouan, était donc de Kérouan en Tunisie, était élève lui-même du dernier des Gaonim, Rav Hai Gaon. Et son père également était élève chez Rav Hai Gaon, et donc il est dépositaire directement de la tradition des Gaonim. Donc on voit très bien que de la Babylonie, la Torah, le Talmud se sont propagés ensuite vers l'Afrique du Nord. Quelques générations plus tard, peut-être 2 générations après, nous devons citer un autre maître très connu, c'est le Rif, qu'on appelle ainsi d'après l'initiale de son nom, qui est Rabbi Yitzhak Al-Fassi, Rabbi Yitzhak de Fès. Non pas qu'il soit né à Fès, il semble qu'il soit plutôt né, d'après certains en Algérie, d'après d'autres au Maroc, mais il a vécu longtemps, effectivement, au Maroc, sauf à la fin de sa vie, suite à vers 70 ans, je crois, il a vécu très très longtemps, et il a été victime de dénonciation, et il a dû de malversation, et il a dû quitter l'Afrique du Nord, et il est allé en Espagne, Lucena, où il y avait à ce moment-là un très grand centre. Enfin, en tout cas, il est considéré jusqu'à nos jours, je crois, par les Juifs marocains comme un héros national. Oui, mais il est considéré par le judaïsme tout entier comme une autorité très importante, parce qu'il a écrit pratiquement le premier code qui puisse porter son nom, qu'on appelle les halachot, et qui recouvre l'ensemble de la jurisprudence qui est cours de nos jours. Eh bien, ensuite, un de ses élèves s'appelait Rabbi Yosef Ibn Migash, et qui est très connu aussi pour être une autorité extraordinaire. Il a succédé au Rif alors qu'il était encore un tout jeune homme, et c'est l'élève de ses élèves qui est le Rambam, le Maïmonide, auquel vous avez fait référence tout à l'heure. Alors le Rambam, le Maïmonide, qui va être lui-même suivi d'un certain nombre d'élèves, qui seront eux-mêmes des maîtres, bien entendu. Alors on ne va pas parler en détail de chacun de ces rabbins, ce serait trop long. Mais par contre, on peut peut-être évoquer en quelques mots la shita, c'est-à-dire la méthode et l'inspiration, et leur inspiration, peut-être. Oui, concernant Maïmonide, on est obligé de parler d'un problème, de la sorte de dichotomie qui caractérise son œuvre, puisque, comme vous le savez, il a écrit un ouvrage qui est très connu dans le monde des philosophes, qui s'appelle Le Guide des Écarrés, Moreno Vuchim, et que le talmudiste, au contraire, étudie plus particulièrement son ouvrage de halacha, le Yad HaChazaka, ou plus exactement, le Mishneh Torah. Il s'avère que ce n'est pas du tout le même souffle le même esprit qui souffle dans les deux ouvrages. C'est un grand problème de savoir, en fait, où intervient, quelle est véritablement la personnalité de Maïmonide. Mais enfin, moi, en tant que rabbin et talmudiste, j'ai tendance à penser comme ceux qui disent que l'ouvrage du Guide des Égarés était une œuvre qui avait été faite, si vous voulez, à l'intention d'un certain besoin, d'un certain esprit qui régnait à l'époque. C'est-à-dire donc un fortement influencé par la pensée arabe, et qui avait besoin, et fortement rationnel également, qui avait absolument besoin que d'une manière rationnelle on approche la Torah. D'ailleurs, il faut dire que le Maïmonide, qui est considéré aujourd'hui comme une autorité, qui est considéré comme quelqu'un de finalement très rationaliste, n'a pas été accepté tout de suite facilement, notamment dans les communautés du sud de la France. Il y a eu une petite guerre entre les maïmonidiens et les anti-maïmonidiens. Oui, il y a eu d'une part, à cause de ces prises de position qui étaient issues souvent influencées par Aristote, et donc d'une manière générale, son engouement pour la philosophie qui était critiqué par de nombreux maîtres qui voyaient un certain nombre de dangers, et c'est ça qui a fait au départ qu'il y a eu une vive réaction. Et même sur son ouvrage, son code, qui est en fait son ouvrage le plus extraordinaire, le
plus magnifique, qui n'a jamais été réédité, son Mishneh Torah, il y a eu aussi une opposition de la part des rabbanim parce qu'il avait pris un certain nombre de prises de position nouvelles au niveau de la méthode. Je n'en dirais qu'une, il s'est démarqué en quelque sorte du Talmud. C'est-à-dire qu'il a fait un ouvrage autonome qui ne se réfère plus directement au Talmud et qui pouvait créer l'impression que finalement on avait plus besoin du Talmud pour connaître la halakha. C'est à cause de ce danger, effectivement, que... Mais ce n'était qu'une impression. C'était qu'une impression parce que le Talmud, le Maïmonide a dit lui-même quelque part dans une de ses lettres qu'il avait l'intention d'écrire un nouveau livre dans lequel il ferait le pont, justement, entre son livre et le Talmud en montrant toutes les références. Alors, monsieur le rabbin, je vous propose après le monde séfarade, de dire quelques mots du monde ashkénaze et on va parler notamment de Rashi et des Tosafistes après une pause musicale. Slime they have been yon. Ay 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 boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo Slime, they have been yon. Boy, I love back in yon. Slime, they have been yon. Boy, I love back in yon. Slime, they have been yon. Boy, I love back in yon. Slime, they have been yon. Ay boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Ay boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo love back in yon. Slime they have been yon. Boy yo love back in yon. Alors Maïmonide, c'était le monde séfarade, c'était essentiellement l'Afrique du Nord, l'Espagne. Le monde ashkénaze, c'est à cette époque essentiellement la Rhénanie, et puis c'est aussi et surtout la France. Oui, la première grande figure qui émerge tout d'un coup à cette époque-là, c'est celle de Rabbeinu Gershom Ben Yehuda, qu'on appelle Meor Hagola, le lustre de l'exil, qui est né à Metz.
vers 960. Et c'est lui qui va donc former des écoles en Allemagne et qui va former des élèves qui vont ouvrir des académies talmudiques, Worms, Mayence. Et vous savez que ça fait partie des mystères encore que les historiens n'ont pas su encore vraiment en toute certitude lever. D'où viennent ces juifs de formation allemande? Est-ce que ils viennent probablement d'Italie? Et avant l'Italie, d'où viennent-ils? C'est-à-dire que, contrairement au monde séfarade, dont on sait très bien que ils sont héritiers de la pensée babylonienne, du Talmud de Babylone, on ne sait pas exactement d'où vient la tradition des rabbins d'Ashkenaz. Et il y a même des textes du Rosh, donc plus tard, qui dira que leur tradition est directement véhiculée d'Israël. Donc il semblerait, il y a certains documents qui laissent approuver qu'en fait, ces juifs qui se retrouvent en France et en Allemagne au Moyen-Âge sont venus en vérité au départ directement d'Israël. Alors, monsieur le rabbin, Rabbeinu Gershon, c'était donc le premier des rabbins importants de cette époque. Il y a eu ensuite toute une série, un petit peu comme dans le monde séfarade, toute une série de maîtres qui se sont succédés. Oui, et évidemment, le plus important, celui dont on ne peut pas ne pas parler, surtout quand on est en France, c'est Rashi, le grand maître de Troyes, Rabbi Shlomo ben Yitzhak, qui donc est né à Troyes, qui est mort à Troyes, dont on sait peu de choses en vérité concernant la vie. Il y a beaucoup d'anecdotes et de légendes. On sait qu'il a vécu il y a à peu près 950 ans. Oui, puisqu'on a fêté cette année le 950e anniversaire, effectivement, de la naissance. Et il a étudié, lui, en Allemagne. Ça, on est presque sûr que dans sa jeunesse, il allait étudier à Worms et à Mayence. Donc, c'est bien l'héritier de ces rabbins dont nous parlons. Absolument. Et de Rabbeinu Gershom. Et de Rabbeinu Gershom. À l'époque, il y avait des kuntrasim. Il semblerait que les élèves écrivaient, consignaient dans des petits calepins, un enseignement qui se ressemblait toujours et qui obéissait à la même école. Alors ensuite, il va revenir donc en France. Il vit donc à Troyes. C'est bien connu. Il travaillait d'ailleurs. On a prétendu qu'il était vigneron, ce qui n'est absolument pas certain, prouvé. parce qu'en fait, on s'est basé sur le fait que Rashi, dans son commentaire du Talmud, donnait beaucoup d'indications d'ordre vinicole. Mais comme il donne beaucoup d'indications sur tout. Dans tous les domaines, parce que c'était un esprit extrêmement avisé de tout et encyclopédique, à ce compte-là, il aurait pu faire n'importe quel métier. Bien, alors rappelez-nous en quelques mots quel est l'apport principal de Rashi. Alors, Rashi est dans le monde juif extrêmement connu par son commentaire du Pentateuque. Enfin, il a écrit un commentaire sur toute la Bible, mais il est connu essentiellement par son commentaire du Pentateuque. Mais en vérité, pour les connaisseurs, pour les spécialistes, son ouvrage le plus extraordinaire, le plus monumental, c'est son commentaire du Talmud. Un commentaire qui a été introduit graphiquement dans le Talmud imprimé, et aujourd'hui encore, lorsque l'on ouvre une page du Talmud, eh bien, on a à chaque fois le commentaire de Rashi. Et il est inimaginable pour qui que ce soit d'aborder aujourd'hui le Talmud sans passer par le commentaire de Rashi. Alors, vous prononcez le mot inimaginable. Moi, j'avais envie de le prononcer également, mais alors à propos d'autre chose, en disant, mais est-ce qu'il est imaginable qu'un homme seul puisse faire un tel commentaire? Oui, puisque c'est une œuvre gigantesque. C'est gigantesque, puisque le Talmud est gigantesque, et c'est un seul homme qui l'a commenté. Mais quand nous savons que... Était-ce vraiment un seul homme? Il y a certains qui ont voulu dire que c'était un ouvrage multiple. Mais quand on étudie de près le Rashi, on voit qu'il y a une telle unité dans l'œuvre que c'est pratiquement impossible que ce soit un ouvrage collectif, comme on dirait aujourd'hui, car dans les ouvrages collectifs, il y a nécessairement la trace des personnes, des différentes personnes. Or, il y a là une unité tout à fait frappante. Alors, il faut dire que Rashi, d'ailleurs, nous y reviendrons un peu plus tard, lui s'attachait essentiellement au pshat. Alors, je voudrais juste dire un mot là-dessus, c'est que ce qui caractérise le commentaire de Rashi, et qui a probablement aucun exemple qui puisse s'y comparer, c'est que le commentaire de Rashi est un commentaire en strates, c'est-à-dire en couches, c'est-à-dire en niveau. C'est un commentaire qui satisfait parfaitement le débutant,
qui, au fur et à mesure qu'il découvre la Gemara, trouve dans la Rashi immédiatement la réponse à ses questions. Alors c'est ce qu'on appelle effectivement le pshat, c'est-à-dire les choses les plus simples. Le commentaire le plus simple, qui explique chaque petite difficulté auquel se heurte le débutant. Mais ce qui est fascinant dans l'étude de Rashi, c'est que même le plus érudit des érudits trouve dans Rashi matière à réflexion et source de réponse à de nombreuses questions. Alors nous aurons l'occasion de voir ça plus en détail et de façon concrète lorsque nous étudierons en Bidrat Hashem dans les prochaines semaines. Oui. Nous passerons à l'étude talmudique. Et nous essaierons de montrer effectivement qu'en un mot, Rashi a pu répondre à des faisceaux de questions. Vous savez, il y a certains auteurs ont dit que sur chaque goutte d'encre qui a été versée par Rashi, il faut rester pendant 7 jours et réfléchir ce qu'il a voulu dire. Bien, alors Rashi a eu des enfants. Tout simplement, et puis il n'a eu que des filles, mais il a eu des gendres. Oui, il a eu des gendres importants, qui sont devenus eux-mêmes des maîtres, et c'est après lui, c'est l'époque des Tosafistes. Oui, exactement. Il avait aussi des élèves très connus, Rabbi Shmaya, l'auteur du Marzor Vitry, Rabbi Simcha de Vitry, l'auteur du Marzor Vitry, mais c'est celui qui est le plus connu, c'est son petit-fils qu'on appelle Rabbeinu Tam, parce qu'en fait il s'appelait Rabbeinu Yaakov ben Meir, Jacob fils de Meir. Mais comme vous le savez, notre ancêtre Jacob était dans la Torah appelé Tam, c'est-à-dire intègre ou parfait, et en honneur à Rabbi Yaakov. Et non pas idiot. Contrairement à ce qu'une traduction yiddish pourrait laisser. Non, parce que dans la Haggadah, vous savez qu'il y a 3 enfants, dont effectivement celui qui est simplet est appelé Tam. Alors il y a une confusion regrettable à cause de cela. Mais Tam, dans l'esprit donc quand on parle de Rabbeinu Tam, c'est avec beaucoup d'admiration. Il a été vraiment une figure extraordinaire en tant que rabbin décisionnaire qui a marqué très fortement sa génération. Et alors après lui, son neveu, Rabbi Yitzhak de Dampierre, qu'on appelle le Ri Azaken, parce que le Rabbeinu Tam vivait à Ramrupt essentiellement, et il avait un neveu à Dampierre. Aujourd'hui, toutes ces villes se trouvent à côté de Troyes. Et ils ont formé école effectivement, et ça ce sont ce qu'on appelle le mouvement des Tosafistes, qui est caractérisé par un approfondissement de la phrase talmudique, alors que Rashi avec des méthodes nouvelles, une méthode d'analyse très très profonde, dont nous allons également parler un petit peu plus tard dans les prochaines semaines. Alors je vous propose, monsieur le rabbin, de nous interrompre pour aujourd'hui, et à partir de la semaine prochaine, eh bien ce sera la fin du Moyen-Âge, et nous parlerons notamment de l'expulsion des Juifs d'Espagne et de ce qui va suivre. Très bien. Monsieur le rabbin Guggenheim, je vous remercie. À la semaine prochaine. Bon dimanche. Très bientôt. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron. Fenêtre ouverte sur le Talmud. Une série d'émissions proposées par le rabbin Michel Guggenheim et présentée par Olivier Gulan. Réalisation technique Richard Hanou. Une série produite avec le concours de la Fondation Doron. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour. Alors nous poursuivons nos pérégrinations historiques à travers l'histoire du Talmud, et la dernière fois nous avions évoqué la fin du Moyen-Âge en terre ashkénaze, notamment en France, avec les Tosafistes. Oui, et alors à la fin, les Tosafistes cessent d'être français pour devenir plutôt allemands. Et un des derniers Tosafistes dont nous devons parler, c'est Rabbeinu Asher ben Rabbi Yochiel, qu'on appelle, d'après les initiales, vous savez que c'est une habitude d'appeler les rabbins par leurs initiales, le Rosh, qui veut dire la tête aussi. Et le Rosh, donc, a un destin assez extraordinaire parce que il est né en Allemagne en 1250, élève d'un grand auteur dont on pouvait dire un mot aussi, le Maharam de Rothenburg, qui est connu pour être mort en prison parce qu'il a refusé d'être racheté
parce qu'ils trouvaient que c'était faire le jeu de ceux qui prennent des otages et qui ensuite essayent d'en tirer le meilleur prix. Et donc le Roche, pour ne pas subir le même sort que son maître, est parti ensuite en Espagne. Et donc c'est à cette occasion, il a eu un pont extraordinaire jeté entre la culture ashkénaze et la culture séfarade. Le séfarade, je vous rappelle que ça veut dire en hébreu l'Espagne. Alors, il est arrivé donc tout en étant ashkénaze, il a été nommé comme le rabbin de Tolède, et il a eu le titre très important de Chacham qui lui a été accordé par la communauté séfarade. Alors ça nous permet de faire le lien, de faire la transition avec 1492 et cette date tout à fait importante, essentielle dans l'histoire juive, l'expulsion des Juifs d'Espagne. Qui fut une véritable catastrophe, comme nous le savons, et qui a engendré un bouleversement total géopolitique, pourrait-on dire, du monde juif. Et donc les communautés d'Espagne, d'abord un certain nombre ont pu encore essayer de retomber au Portugal, mais comme vous le savez, le Portugal a expulsé ses Juifs quelques années plus tard, et donc finalement c'est l'Afrique du Nord d'un côté, et puis tout l'Empire ottoman, la Grèce, la Turquie, etc., qui ont pris le relais finalement de ces communautés florissantes d'Espagne. Alors cette expulsion est-ce que cette expulsion va avoir des conséquences précises du point de vue de l'étude talmudique ? On peut pas dire réellement que ça ait entraîné une dégradation de l'étude. Peut-être bien au contraire. On a souvent fait remarquer. D'ailleurs, le Talmud de Babylone lui-même est finalement une émanation de l'exil. Enfin, en tout cas, les Maran, eux, n'étudiaient évidemment, pas le Talmud. les Maran n'ont pas pu étudier le Talmud, effectivement. Mais toutes les communautés dont nous avons parlé qui sont transplantées, ça a toujours été un réflexe chez le juif lorsqu'il était frappé par l'exode, déraciné, il retrouvait ses racines dans l'étude. Le Talmud a été la patrie spirituelle du juif de tout temps. Et de ce point de vue, absolument pas. Il y a au contraire un accroissement constant de la littérature rabbinique à tous ses niveaux, dans tous ses composantes, y compris dans les commentaires sur le Talmud. Alors, ces communautés séfarades vont donc s'aimer en Afrique du Nord, on l'a dit, jusqu'en Palestine d'ailleurs, dans l'Empire ottoman, dans tout l'Empire ottoman, et puis aussi en Hollande, à Amsterdam. Oui. On pourrait citer en Égypte, par exemple, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, qui fut pendant 40 ans rabbin au Caire, et donc qui a eu un rayonnement tout à fait exceptionnel. Et alors en Israël, vous faisiez allusion à Israël, vous savez qu'il y a eu ce qu'on a appelé l'établissement de Safed, où il y a eu un certain nombre de personnalités de premier plan, de kabbalistes notamment, avec le Harizal, citons Rabbi Shlomo Levi Alkabetz, l'auteur du Lachadodi. Mais il y a eu aussi une tentative de réhabiliter la smicha à cette époque-là, avec Rabbi Yaakov Beirav, et qui a avorté finalement parce qu'il y a une opposition du rabbin de Jérusalem, le Rabbi Levi Ben Chaviv, qui s'est opposé à cette ordination, à cette réhabilitation. La smicha, c'était l'ordination à l'époque, au temps du Temple. Les grands juges, les juges de la Cour suprême, le Sanhédrin, étaient nommés par ordination. Et cette ordination avait cessé avec la destruction du Temple, quelques siècles plus tard. Et il y avait eu une tentative de réhabilitation. Et un des rabbins qui avait quand même été nommé à l'époque, c'était Rabbi Yosef Karo, qui est l'auteur, comme vous savez, du Shulchan Aruch, c'est-à-dire le code de référence, le code officiel de la loi juive d'aujourd'hui, et qui donc date aussi de cette époque. Oui, et qui date de cette époque de Safed, au XVIe siècle. Le Shulchan Aruch est paru à Venise en 1565. Monsieur le rabbin, est-ce que cet éclatement de la galoute, de la diaspora, et notamment de la diaspora séfarade, va avoir des conséquences? Je veux dire, est-ce que malgré tout les liens entre les différentes communautés séfarades vont être maintenus ou pas, et comment les choses vont se passer? Oui, au sein du monde séfarade, sans problème, puisque l'Empire ottoman à ce moment-là pratiquement a unifié tous ces centres. Et donc il y a eu mais les distances étaient énormes. Oui, mais les Shelot ou Tshuvot ont continué. Et alors on peut dire même au niveau des Shelot ou Tshuvot qu'elles ont trouvé là à l'époque de leur classicisme, car elles ont trouvé à ce moment-là la forme qu'elles ont aujourd'hui encore.
Et donc, c'est-à-dire que elles sont beaucoup moins courtes qu'elles n'étaient au temps des Géonim, parce que, et ça c'est très intéressant, les auteurs veulent maintenant convaincre, démontrer le bien fondé, car ils n'ont plus l'autorité qu'avaient les Géonim. Ils savent très bien que dans une communauté, il peut y avoir une autre communauté, il peut y avoir un autre maître spirituel qui peut avoir un avis différent. Donc il y a nécessité de justifier son point de vue, et donc on est contraint de s'étendre, de montrer ses sources et ses conclusions. Et au niveau aujourd'hui de ceux qui étudient les Shelot Tshuvot, c'est très important et très intéressant. On peut dire que les Shelot Tshuvot sont le laboratoire de la halakha. Alors au même moment, monsieur le rabbin, les communautés ashkénazes sont en but à des persécutions, puisque c'est la fin des croisades, une période extrêmement difficile, extrêmement agitée. Et puis il y a des mouvements migratoires. Voilà, on va assister donc à un glissement de l'Allemagne vers l'est. Alors nous allons en parler, nous allons nous attacher à ces communautés ashkénazes, et puis nous allons parler également de la naissance du chassidisme et de la genèse du chassidisme après une pause musicale. Alors, monsieur le rabbin Guggenheim, au XVe et au XVIe siècle, le mouvement migratoire continue au sein du monde ashkénaze. Il avait d'ailleurs déjà commencé on peut dire dès les XIIe, XIIIe siècle, mais à cette époque, on peut dire que le centre du monde ashkénaze, le centre de gravité se déplace. Se déplace et ça devient maintenant la Pologne. La Pologne est plus à l'est encore. La Russie. Et pour citer quelques auteurs que l'on trouve lorsqu'on étudie le Talmud, lorsque vous tournez la dernière page du Talmud, vous trouvez devant 3 commentaires, et qui sont tous les 3 en fait issus de cette période-là et issus de la Pologne.
Alors, le premier, c'est celui du Maharsha, Rabbi Shmuel Edels, qui a fait à la fois un commentaire des parties halachiques et des parties agadiques du Talmud, et qui est donc considéré comme un classique du genre. Vous avez également le Chochmat Shlomo de Rabbi Shlomo Luria, qui était un génie également, une personnalité tout à fait extraordinaire, tous ces rabbins étant en Pologne au XVIe siècle. Et dans un autre ordre d'idée, mais on est obligé d'en parler aussi, Rabbi Moshe Isserles de Cracovie, le Rema, d'après ses initiales, qui a mis un commentaire, une annotation au Shulchan Aruch, donc le code de loi du judaïsme, et qui a permis, si vous voulez, de faire que ce Shulchan Aruch, qui au départ comportait essentiellement les lois et les coutumes du monde séfarade, puisse passer dans le monde ashkénaze en bénéficiant ainsi des modifications qu'il y avait lieu de faire lorsqu'on en passe d'un monde à l'autre. Et au XVIIe siècle, il y avait le Maharam Rabbi Meir de Lublin, et lui aussi, c'est le troisième auteur qui a fait un commentaire pour le Pshat, essentiellement, qui permet au lecteur, au débutant ou même à celui qui est plus initié, de trouver très souvent réponse à des difficultés qu'il trouve lorsque il aborde le Talmud. Alors, monsieur le rabbin, quand on pense à la Pologne, on pense aussi bien sûr et surtout au chassidisme. Alors nous allons parler du fondateur du chassidisme, le Baal Shem Tov. Mais auparavant, quelques mots peut-être sur la genèse du chassidisme. Comment peut-on expliquer la naissance de ce mouvement qui est encore aujourd'hui un mouvement extrêmement important dans le monde juif? Oui, il y a différentes explications qui ont été données. On peut peut-être faire référence d'abord à la catastrophe qu'a été l'épisode de Shabtai Tzvi, de Sabbatai Tzvi. Vous savez que le faux messie issu de Smyrne, et qui à un moment donné a vraiment failli convaincre l'ensemble de la communauté juive mondiale. Et jusqu'en Pologne, on était sûr que c'était le Messie. Les gens ont commencé par vendre leurs affaires, par partir en Israël. Et lorsqu'on s'est rendu compte après du fiasco total, puisqu'il a fini par se convertir à l'islam, ça a été pour les Juifs quelque chose sur le plan moral très très dur, qu'ils ont eu beaucoup de mal à assumer, et donc il y avait un besoin absolument de trouver quelque chose qui permette de se raccrocher à un espoir. Mais à cette époque et avant l'arrivée du chassidisme, sur le devant de la scène, on peut dire que les Juifs se sont un peu recroquevillés, se sont un peu retranchés sur l'étude talmudique elle-même. Oui. Mais d'un autre côté, on a fait remarquer que les endroits où le judaïsme, où le chassidisme est né, c'était justement des endroits où le commun des mortels, si vous voulez, n'était pas féru en études talmudiques. Le seul endroit où le chassidisme aura beaucoup de mal à s'implanter, c'est en Lituanie, où la Lituanie, effectivement, c'était l'étude du Talmud était vraiment partagée par tout le monde, et surtout il y avait une auréole extraordinaire pour ceux qui étudiaient le Talmud. C'était la Lituanie est le seul pays de toute la région et peut-être au monde où c'était des rabbins qui étaient en même temps les administrateurs de la communauté. Alors que dans tous les autres pays de Pologne, il y avait des rabbins d'un côté, les administrateurs laïcs de l'autre, pour vous montrer à quel point le Talmud était placé comme l'autorité suprême. En tout cas, après l'épisode donc de Shabbatai Tzvi, les Juifs de Pologne ont traversé une période difficile, noire, les massacres de Khmelnytsky. Et puis il y a eu des pogroms, et on peut dire que le chassidisme a été une tentative tout à fait différente. Ça a été une sorte de réaction à cette période très noire et à ce pessimisme qui gagnait les masses juives. Absolument, et elle a permis, même comme nous le disions, à des juifs qui n'étaient pas tellement versés dans l'étude, de trouver quelque chose qui lui permet de se sentir profondément rassuré et élevé en même temps vers des sommets de spiritualité. Alors le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, du bon renom, le Besht, qui est le fondateur du chassidisme,
est né tout à fait au début du XVIIIe siècle, en 1700 très exactement. Oui. Quelques mots sur le fondateur du chassidisme. En fait, je crois qu'on en connaît peu de choses, et surtout par ses élèves que on a su ensuite qui il était, puisque lui il était au départ réellement caché et n'avait pas voulu réellement révéler qui il était. Et c'est au niveau de ses disciples, de ses successeurs, que le mouvement a réellement explosé. Et comme vous le savez, il y a eu un mouvement de réaction, notamment en Lituanie. Alors, avant de parler de ce mouvement de réaction et de la querelle entre les chassidiques, les chassidim et les mitnagdim, oui. Comment pourriez-vous, en quelques mots, je sais que c'est difficile, mais essayons tout de même, comment pourriez-vous en quelques mots définir le chassidisme tel qu'il naît à cette époque, bien entendu, car ensuite il a beaucoup évolué. On l'a souvent défini comme une religion du cœur, c'est-à-dire il a mis essentiellement l'accent sur le sentiment qu'il faut mettre dans l'accomplissement des mitzvot, même dans l'étude de la Torah. C'est une opposition à un judaïsme par trop intellectuel, par trop froid, par trop rigoriste, et au contraire l'épanchement du cœur, l'extase mystique. Alors, est-ce que ça veut dire que, comme le prétendaient les mitnagdim, on va le voir tout de suite, est-ce que ça veut dire que les chassidim étudiaient moins le Talmud que les autres? Alors, on ne peut pas faire de généralité. Il faut savoir que les rabbins chassidiques ont été également des talmudistes de première grandeur. Par exemple, pour prendre un des grands maîtres du chassidisme, et qui est le fondateur de la dynastie Lubavitch, le Balatania, très connu aujourd'hui de par le monde, était considéré comme un talmudiste de première importance, et son Shulchan Aruch est admis dans tous les milieux, et a toujours été admis dans tous les milieux. Par la suite également, le Avnei Nezer, le rabbi de Sochotchov, et son maître plutôt, le rabbi de Kotsk, était un rabbin qui était aussi réputé pour ses connaissances et pour ses compétences en matière de halakha, en matière d'études talmudiques, qu'en matière chassidique. Mais il est vrai aussi qu'il y a eu d'autres exemples de rabbis ou de maîtres du chassidisme qui étaient qui avaient insisté de manière un peu déséquilibrée, si vous voulez, sur la partie proprement mystique, aux dépens de la partie plus classiquement talmudique. Alors, quel était, monsieur le rabbin, l'objet de la fameuse querelle dont on parle encore aujourd'hui entre les mitnagdim et les chassidim? Oui, dont un des auteurs le plus important était le Gaon de Vilna. Parmi les mitnagdim, c'est celui qui s'est le plus opposé. Alors d'abord, il faut dire que mitnagdim, ça veut dire tout simplement des opposants, des gens qui font front, qui n'acceptent pas. Et la raison de cette hostilité, qui est allée parfois très très loin, c'est tout simplement parce qu'il y avait dans le chassidisme une certaine tendance qui apparaissait et qui laissait entendre une volonté de rompre avec la halakha. Ça paraît aujourd'hui tout à fait étonnant, mais il y a un certain nombre de points de halakha qui ont été remis en question. Et vous savez l'attachement que les rabbins ont à la halakha. La halakha ne peut pas être modifiée, ne peut pas être changée, et on a donc un moment cru... Enfin, elle peut l'être, mais dans des conditions particulières. Tout à fait exceptionnelles, qui en fait prouveront qu'il n'y a pas eu de changement, mais simplement que la situation ayant changé, la loi elle-même va être modifiée. Mais il n'y a pas de changement fondamental, c'est impossible par définition. La Torah a été donnée une fois pour toutes, elle ne peut pas être modifiée, ni on peut y ajouter quoi que ce soit, ni y retrancher quoi que ce soit. Et c'est parce qu'il y a eu un moment, un soupçon d'une déviation, que s'est levé donc ce mouvement de Hitnagdout, d'opposition, et il n'est pas impossible d'ailleurs que c'est grâce à ce mouvement de Hitnagdout que finalement les dangers qui auraient pu être ceux liés à ceux du chassidisme n'ont pas eu lieu finalement. Mais monsieur le rabbin, puisque c'est une émission consacrée au Talmud, oui. Est-ce qu'on peut dire que les mitnagdim reprochaient également aux chassidim de ne pas assez s'intéresser à l'étude talmudique? Il y a eu dans certains cas, parce qu'il y a eu certains exemples effectivement de maîtres ou d'élèves, disons, des disciples du chassidisme qui ont effectivement négligé l'étude du Talmud. Cela a pu faire un des chevaux de bataille. Mais il y avait d'autres chevaux de bataille, par exemple, et notamment le non-respect des temps pour les prières,
Il y a de nombreuses histoires chassidiques où on dit que le rabbi faisait la prière du soir le matin et celle du matin le soir, par exemple, puisqu'il vivait en dehors du temps. Mais pour le mitnaged, qui est beaucoup plus prosaïque et beaucoup plus terre à terre, si vous voulez, chaque prière a son temps. Et il était tout à fait impossible, exclu, aberrant de modifier cela. Alors, ces querelles ont été parfois violentes. D'ailleurs, on peut dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus cette violence, bien entendu. On ne fait plus trop la distinction entre les chassidim et les mitnagdim, même parmi les juifs très très orthodoxes qui vivent par exemple, à Mea Shearim ou dans certains quartiers de New York, de Brooklyn. Mais tout de même, il y a par exemple, on peut dire que certains partis politiques israéliens religieux sont plus proches des courants chassidiques et d'autres plus proche des courants non chassidiques, peut-être lituaniens, traditionnels. Oui, il y a certaines sensibilités qui sont exprimées tout récemment en cela, mais on pourrait à la limite dire que cela est conjoncturel. Et sur le plan théorique, ça ne veut plus dire grand-chose. Aujourd'hui, sur le plan théorique, au contraire, on considère que chacun, si vous voulez, chacun a exprimé une facette du judaïsme et que c'est cela qui permet au judaïsme de progresser. Les rabbins sont des bonim, ils sont considérés, ils sont appelés dans les textes comme des maçons, et le shalom dont on parle, c'est la paix en fait, c'est non pas simplement une paix parce que chacun fait une concession à l'autre, mais chacun apporte sa pierre, et c'est de l'ensemble de cette pierre que l'on construit une maison, et c'est ça véritablement la paix que constituent les rabbins. Alors monsieur le rabbin, au cours d'une prochaine émission, nous parlerons plus en détail du monde des yeshivot, nous ferons une anatomie du monde des yeshivot, notamment au 19e siècle, je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais avant une toute dernière question peut-être, à propos précisément des yeshivot, de l'étude talmudique en général. On entend des choses un petit peu contradictoires. D'un côté, on a un peu l'impression en Pologne, seuls des gens qui avaient les moyens ou qui étaient très érudits, qui avaient une certaine éducation, pouvaient étudier le Talmud, que c'était réservé à une toute petite minorité. En même temps, parfois on a le sentiment que à cette époque tout le monde était religieux, tout le monde était même orthodoxe. Alors quelle est la vérité? Qui étudiait, qui n'étudiait pas, et qui était profondément impliqué dans ce monde religieux, qui ne l'était pas? Ainsi que je l'ai déjà signalé, il faut faire une différence entre la Lituanie et les autres pays de Pologne, mais par ailleurs, orthodoxe, effectivement, la plupart des juifs de l'époque étaient orthodoxes. Ça ne voulait rien dire. Mais orthodoxe, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est observant, on est de stricte observance, qu'on pratique toutes les mitzvot. Mais concernant l'étude de la Torah, la mitzvah le temps réservé à l'étude de la Torah est un temps relativement élastique. C'est-à-dire que si quelqu'un consacre du temps pour gagner sa vie, on peut concevoir que dans ce cas, il puisse consacrer moins de temps à l'étude de la Torah. Alors finalement, pendant très longtemps, les choses se sont passées ainsi, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'argent, pas du tout, parce que on pouvait étudier la Torah dans des conditions très très difficiles, il est vrai, mais n'importe qui pouvait le faire, et c'est en fait les gens qui se sentaient particulièrement doués ou attirés par l'étude qu'ils faisaient. Mais pendant très longtemps, il n'y avait pas des grandes yeshivot comme celle dont nous parlerons la semaine prochaine, mais par contre, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était érudit, après avoir étudié comme tout le monde au début, si vous voulez, il y avait un tronc commun où tout le monde étudiait un petit peu pour avoir un minimum de connaissances, lorsqu'on se sentait particulièrement doué pour cela, on s'attachait à un maître, et on approfondissait ensuite ses connaissances, et on continuait ainsi à étudier dans des baté midrash, dans des petites maisons d'études, groupées autour du maître. Alors donc l'anatomie du monde des yeshivot au 19e mais aussi au 20e siècle, ce sera le thème de notre prochain entretien. Monsieur le rabbin Guggenheim, je vous remercie. C'était Fenêtre ouverte sur le Talmud, une émission produite avec le concours de la Fondation Doron.